Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous abordons une histoire qui prend sa source dans l'ouest de l'Australie dans un petit village nommé Nanup, durant l'année 2007. C'est dans ce village que vit une famille composée de 3 adultes et d'un enfant. On y retrouve Chantel McDougall, née à Melbourne le 5 juin 1980, sa petite fille Lila, née à Perth le 6 septembre 2001, son papa, Simon Cadwell, né en Angleterre le 9 janvier 1962, et enfin Antonio Constantin Popic, dit Tony, né à Northam le 10 mai 1967, un ami de la famille. Tous partagent une demeure située sur Roberts Road à 11 km de Nanup. Chantel, Lila et Simon vivent dans la maison, tandis que leur ami, Tony, partage le terrain en logeant dans une caravane. Donc nous avons ici une famille avec un de leurs amis ? Selon le rapport de la police, Tony est en effet un ami de la famille. Il a fait la rencontre de Simon et Chantel aux alentours de 2002, alors qu'ils s'étaient retrouvés à vivre en colocation dans la ville de Florette. Fait intéressant, à l'époque, bien qu'il y avait assez de chambres pour tout le monde dans la maison, Tony préférait dormir sous une tente dans le jardin. Sommes-nous là face à de la polygamie ? Non, rien de tout cela. Tony est homosexuel et vit sa vie de son côté. Il s'entend juste très bien avec Chantel et Simon, rien de plus. Enfin, si, il y a un truc en plus concernant ces 4 personnes. Mais je vais revenir dessus plus tard, car ce truc en plus est un tournant dans l'histoire. Avant d'aller plus loin, plus en avant dans cette narration, faisons un petit retour en arrière pour voir un peu comment Simon Cadwell et Chantel se sont rencontrés avant 2007. Chantel est donc née à Melbourne le 5 juin 1980. Elle a une relation par ailleurs excellente avec ses parents, ainsi qu'avec son grand frère et sa grande sœur. De ce côté-là, rien à redire. Ses plaisirs de la vie sont la gymnastique, la natation, les brownies, le netball et le théâtre. Après avoir quitté l'école, elle passe un peu de temps dans la ville de Brunswick, où elle trouve un emploi en tant que surveillante de baignade et instructrice de natation. En 1997, elle visite un ashram à Melbourne, où elle fait la rencontre d'un dénommé Simon Cookerman, avec lequel elle va entamer une relation. Attirée par tout ce qui a trait à la spiritualité, Chantel et Simon Cookerman se rendent dans plusieurs séminaires pour partager leur passion. C'est au cours de l'un d'entre eux qu'ils font la rencontre de Simon Cadwell et de sa partenaire de l'époque, Deborah Fleischer. Chantel se fait proposer par Simon et Deborah de travailler pour eux en tant que nounou pour s'occuper de leur fils, et décide de les suivre jusque dans la ville de Victoria. Vers 1998-1999, il n'y a aucune certitude concernant cette date, Chantel et Deborah se rendent sur Perth afin d'assister à un séminaire sur la femme. Elles y font là la rencontre d'une autre femme, Justine Smith, qui tombe amoureuse de Simon en lisant l'un de ses ouvrages qu'il a écrit intitulé « Les serviteurs du plan divin ». Hélas pour Deborah, ce cadeau est une damnation pour elle, puisque Justine devient, peu de temps après, la nouvelle compagne de Simon. À ce moment-là de l'histoire, Deborah divorce de Simon Cadwell, tandis que lui, de son côté, profite d'une nouvelle vie et s'envole pour l'Angleterre pour vivre avec sa nouvelle compagne, Justine Smith. Chantel, qui est encore en relation avec Simon Cookerman, continue, elle, de travailler pour Deborah, avec laquelle elle s'installe à Florette. C'est vers la fin de l'année 1999 qu'un petit twist amoureux se déroule. Chantel prend soudainement la décision folle de quitter Simon Cookerman et de se rendre en Angleterre pour retrouver Simon Cadwell, dont elle est secrètement en amour. Chantel a alors 16 ans, Simon 32. En bout de course, Simon et Chantel se lancent dans une relation intimiste. Chantel, folle amoureuse, va même tout faire pour que Simon obtienne un visa permanent pour qu'il revienne vivre en Australie. De l'autre côté, Deborah et son fils, ayant perdu l'ex-mari et la nounou, retournent en Angleterre. En décembre 2000, Chantel va tomber enceinte de Simon. Elle dira plus tard à Ellie McKee, qu'elle connaît depuis 3 années, qu'elle n'avait pas prévu d'avoir d'enfant, mais qu'après avoir fait la rencontre de Simon, elle n'aura de cesse de penser au prénom Lila, comme si la petite se devait de naître, comme si tout cela était sa destinée. Selon Miss Smith, le nom Lila
signifie jouer. À la naissance de Lila, le couple décide que seule Chantelle sera présente sur les papiers de parenté, ne déclarant ainsi pas Simon comme étant le père. Chantelle est alors, aux yeux de la loi, une mère monoparentale. Au début de l'année 2003, le couple et la petite s'installent à Danemark. Mais n'aimant pas la vibe de la place, qui fut autrefois un site de massacre d'aborigènes, ils décident de déménager à Nanup. Rappelons qu'entre-temps, ils ont habité durant quelque temps avec Tony, qui plus tard va venir les rejoindre avec sa caravane à Nanup. Alors que Simon passe le plus clair de son temps à ne rien faire chez eux, Chantelle s'occupe de Lila, travaille en tant qu'institutrice de natation et vend des bijoux en ligne. Mais quelque chose dans leur relation ne colle pas. Quelque chose que décrira plus tard Ellie McKee, l'une de leurs amies, ainsi que la maman de Chantelle. Chantelle était la partenaire de Simon, mais il semblerait que leur relation n'ait rien d'intimiste. Selon la maman de Chantelle, Madame McDougall, ils n'avaient pas de relation personnelle, mais ils partageaient les mêmes croyances spirituelles. Chantelle lui a même dit que c'est le même type de relation que lorsque tu n'es pas en couple. Ellie McKee dira qu'elle n'a jamais vu Chantelle et Simon comme un couple, et que rien ne semblait les connecter ensemble. Il n'y avait rien. Ce type de relation peut exister, quel est le problème? Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Les bases sont posées, c'est le plus important. Il reste juste un dernier point à ajouter pour que le tableau soit complet, car je sais qu'on va me poser la question. Que faisait Tony? Voilà, cette question. Et pour y répondre en partie, voici un passage du rapport d'enquête qui va éclaircir cette question. Notez que dans ce texte, Monsieur et Madame Crouch sont les propriétaires de la maison que louaient Chantelle, Simon et Tony. Tony est reconnu de tous comme étant un homme gentil, doux, qui aimait la nature et qui s'entendait avec tout le monde en général. Il appréciait travailler dans le jardin et jouait de la musique. Il aidait beaucoup Monsieur et Madame Crouch sur la propriété et avait la réputation d'être un beau jeune homme sympathique. Tony n'est clairement pas un mauvais bougre, il est gentil, sympathique et travaille dans un magasin local. Voici en plus ce que dira son boss à propos de lui. Il est facile, il aime les gens. Même dans les moments calmes, il nettoie le magasin, il s'occupait d'un petit peu de tout. C'était un excellent employé. Puis, quelques années plus tard, quelque chose de très étrange va arriver. Lorsque Simon et Chantelle se rencontrent, Chantelle n'a que 16 ans, lui en a 32, ce qui ne les empêche pas de vivre ensemble jusqu'à l'arrivée de l'année 2007. C'est le 13 juillet qu'un jour, tout ce petit monde va tout simplement disparaître. Chantelle, Lila et leur coloc Tony ont tout simplement disparu. Une note se trouve sur la porte d'entrée. C'est apparemment les derniers mots de Chantelle. Elle a écrit ce mot pour les propriétaires. Nous sommes partis subitement à cause du manque de sommeil créé par le champ magnétique. Nous sommes partis outre-mer, au Brésil. Ils ne sont pas disparus, ils sont au Brésil, c'est inscrit sur la note. Ce qui est inscrit sur la note est peut-être la réalité, mais peut-être pas. Car bien qu'il soit en effet indiqué que le petit groupe s'est envolé pour le Brésil, bien des points de l'enquête semblent aller à l'encontre de cette idée. Mais qu'est-ce qui a mené à ce départ soudain? Tel que dit brièvement dans l'extrait, ce qui est à l'origine de leur décision est le manque de sommeil dû à un champ électromagnétique. Ce champ a, à l'époque, et d'après Simon, été induit par un transformateur installé 3 mois avant leur départ, en avril 2007, à 90 mètres de leur maison. Plusieurs personnes ont par ailleurs témoigné que, dès lors que le transformateur a été installé, un changement s'est opéré chez Simon. Il est devenu stressé, anxieux, agité, à la limite du supportable. Monsieur Blackburn, l'installateur du transformateur, dira même à la police que le jour où il est venu installer l'appareillage, Simon est venu à lui pour lui dire que s'il faisait cela, lui et sa famille allaient partir, soit pour le Brésil, soit pour un pays du tiers-monde. Mais il y a un hic, une anicroche. Voici le témoignage d'une connaissance de Simon, une certaine Miss Procharczyk. Miss Procharczyk dira aux enquêteurs qu'elle n'a pas réussi à emmener Simon au Brésil. Il a rejeté l'idée, préférant à cela sombrer dans un désespoir spirituel qui le dévorait. Il lui dira aussi que ce voyage est pour lui physiquement impossible,
et qu'il lui faudrait d'abord passer par des mois de thérapie. Donc d'un côté, nous avons un Simon qui dit à Monsieur Blackburn qu'il va partir pour le Brésil, et de l'autre, ce même Simon qui a refusé de partir là-bas avec une de ses connaissances, car il s'en sent incapable. Paradoxal, n'est-ce pas ? Monsieur Blackburn a également expliqué qu'il est revenu par 3 fois sur le terrain pour parfaire l'installation de l'antenne, et qu'à chaque fois, Simon était présent pour l'en dissuader, étant de plus en plus agité, expliquant à Monsieur Blackburn que depuis que l'antenne est en place, des ondes l'empêchent de sommeiller. Seulement, l'antenne n'est pas connectée. Et elle ne l'a pas été avant plusieurs jours après le 3e passage de Monsieur Blackburn. Impossible alors qu'une telle antenne projette quelque onde que ce soit. Est-ce qu'alors les ondes et l'antenne ne sont qu'un prétexte pour Simon ? Un prétexte qui lui permet de répondre à un autre problème. Il se pourrait que leur désir de partir de la maison vienne d'un autre côté, d'un secret enfoui. Mais avant de parler de ce secret, parlons un peu de spiritualité. Dans le village de Nanup, Chantelle est bien vue, tout comme Tony et la petite Lila. Mais il n'en va pas de même pour Simon. Voici ce que disent les parents de Chantelle concernant ce dernier. Ils ne me laissaient pas prendre de photos d'eux, je devais alors poser l'appareil sur un bureau et appuyer de manière aléatoire pour prendre quelques clichés. Je ne pouvais pas cadrer les photos. Et il a dit à Cathy que Chantelle n'était pas de cette planète, qu'elle venait d'une autre planète. Et là, on s'est demandé, mais de quelle planète vient ce type ? Quelque chose n'allait pas chez lui. Il était très louche. Simon est un spirituel ? Simon est plus qu'un spirituel. Simon est un gourou. Et ça, personne ne l'a vu arriver durant ses premières années de relation entre lui et Chantelle. Et pourtant, c'est lui qui a écrit cet ouvrage. Ce même ouvrage qui avait fait qu'une certaine Justine Smith était tombée amoureuse de lui. Et c'est aussi ce même livre qui a séduit Chantelle. Sa maman l'avait bien dit ici. La seule chose qui lie les deux êtres est la spiritualité, et rien d'autre. Sauf que, comme tout bon gourou, Simon aime avoir de l'emprise, du contrôle sur les personnes. Ainsi, plusieurs témoins disent que lorsque Chantelle travaille au restaurant du coin ou à l'hôtel principal de la ville, Simon n'est jamais très loin, assis dans sa voiture, à la surveiller. Et Tony était-il lui aussi sous l'emprise de Simon ? Oui, Tony est un peu hippie, spirituel, aimant la nature, toujours à la recherche du bien-être absolu, et ce bien-être, il le trouvera dans l'ouvrage de Simon. Ce que nous avons ici dans cette histoire est l'un des plus petits cultes que l'on connaisse, puisqu'il n'est composé que de 4 membres, Lila, Chantelle, Tony et enfin Simon. Simon passe beaucoup de temps dans son bureau, non pas pour écrire, mais pour entretenir un forum nommé The Gateway. Et là, ce forum est privé, introuvable et probablement fermé, et je n'en ai retrouvé absolument aucune trace. Par contre, j'ai retrouvé les traces du site internet monté de toutes pièces par Simon, sur lequel on retrouve les 2 seuls ouvrages qu'il a écrits, les 2 étant mis en vente sur son site. C'est en se baladant sur le site que l'on comprend que Simon était en train de mettre sur pied une secte apocalyptique. Simon Cadwell était un leader mystérieux à la tête d'un culte apocalyptique, nommé Truth Fellowship. Pour ses adeptes, il se faisait appeler Si. Il avait réussi à rassembler une 40aine de pratiquants, lesquels se faisaient appeler The Four Court, lesquels se retrouvaient autour d'un forum nommé The Gateway. Les membres du culte obéissaient à un livre écrit par Si, intitulé Servers of the Divine Plan, lequel prophétisait la naissance d'un monde nouveau à la conscience supérieure à la fin d'un cycle de 75 000 ans. Pas besoin ici de vous faire un dessin de ce que contient les livres de Simon, de ses croyances, de ses pensées. C'est un mélange de bouddhisme, de New Age et bien entendu de conspiration en tout genre. Rien de plus. Voilà donc dans quoi Chantelle, Lila et leur ami Tony se sont embarqués. Enfin, Lila par défaut. Et tout ce petit groupe vivant ensemble, ils sont au premier plan pour obéir aux ordres du gourou, pour lui permettre d'assouvir son désir de contrôle. Mais il reste un secret bien gardé. Un secret qui va peut-être devenir la réponse à la disparition du groupe. Un secret que même ses plus proches ne connaissent pas. Si le petit groupe dirigé par Simon a dû partir, s'en aller, disparaître, ce n'est sans doute pas pour rien, car il est un secret bien gardé qui, selon toute vraisemblance,
serait malvenue pour notre gourou. En juillet 2004, Simon Cookerman, l'ex-ami de Chantel, s'est présenté à la porte de leur maison. Prise de panique, Chantel appelle la police pour déposer une plainte et demander l'obtention d'une ordonnance restrictive pour que Cookerman n'ait plus le droit de l'approcher. Quelques jours plus tard, le même Cookerman se représente de nouveau à la maison, forçant ainsi l'intervention de la police. Je vous le dis de suite, mais l'ex de Chantel finit en prison. Non sans avoir avant tout lâché un petit quelque chose à la police, alors qu'il se faisait transporter en cellule. Simon Cadwell est le gourou d'une secte, son vrai nom est Gary Felton. Quoi? Comment ça? Une bombe est lancée sur Simon. Sauf que la police, prenant Cookerman pour un fou, ne l'écoutera pas. 3 années plus tard, le 5 mai 2007, l'un des officiers de police de Nanup, étant intervenu lors de l'arrestation de M. Cookerman, se retrouve en surveillance de la route principale de la ville. Simon Cadwell, ce jour-là, passe à toute vitesse sur cette route, ce qui mène à son arrestation pour excès de vitesse. Et le policier, se souvenant de ce qu'avait dit 3 années plus tôt M. Cookerman, demanda à Simon « Est-il vrai que vous ne vous appelez pas Simon Cadwell? Que faisiez-vous en Angleterre avant d'arriver en Australie ?» N'étant pas obligé de répondre, apparemment nerveux de se faire interroger, Simon se tait et s'en retourne chez lui avec une simple amende. Il est en dépression, il est mal, ne se sent pas bien, comme en témoignent plusieurs adeptes aux enquêteurs. L'un des contacts de Simon, Warren Sunkar, a également signifié que le gourou prenait de puissants médicaments antipsychotiques, ce qui en dit long sur sa santé mentale. Quelques mois plus tard, lui et ses adeptes disparaissent. Le secret de Simon, ou plutôt Gary, est dévoilé. Les enquêteurs se penchent alors sur son passé et peu à peu, bien des détails font leur apparition. Il était difficile à cerner à chaque fois que j'allais voir Chantel et Lila. Il restait toute la journée dans sa chambre. Que pensiez-vous de leur relation ? J'avais beaucoup d'appréhension. Mais durant un temps, tout semblait quand même bien aller, mais il y avait quelque chose d'étrange. Et adhérait-elle à ses croyances ? Un peu, mais je ne pense pas en totalité. Nous avons un petit clip qu'elle vous a envoyé, d'elle et de Lila, votre petite fille, avec un autre homme qui est aussi dans le culte ici à droite, et Simon est là en arrière. Simon est né le 15 janvier 1962 en Angleterre, sous son vrai nom, Gary Fulton. Il n'a que peu de relations avec son père, aucune avec sa mère et encore moins avec son frère parti habiter au Canada. Ces infos sont à peu près les seules que l'on connaisse des premiers jours de la vie de son adolescence. L'une des adeptes de son culte, Miss Smith, qui est très proche du gourou, expliquera que ce dernier a fait plusieurs tentatives de qu'il a été un ancien haltérophile, ce qui a entraîné chez lui des complications au niveau de son dos, et qu'il a été arrêté pour fraude en Angleterre au début des années 80. C'est en 1986 qu'il a travaillé pour une compagnie informatique, où il a fait la rencontre d'un certain Simon Anthony Cadwell, dont il volera le certificat de naissance. Il décide, pour échapper à ses problèmes, d'usurper l'identité de son collègue, se faisant désormais appeler Simon Cadwell, né le 9 juillet 1962, puis s'envole pour l'Inde. Là, il entame une relation avec Miss Fletcher, la même Deborah Fletcher que j'ai mentionnée plus tôt. Ils voyagent ensemble durant 4 années avant de se rendre sur Melbourne en 1997. Entre 1996 et 2000, Simon écrit ses livres, crée un site internet ainsi qu'un forum pour rassembler un maximum d'adeptes autour de ses idées. C'est aussi dans ces années que nous rejoignons l'histoire de la rencontre entre Chantel et Simon, comme décrit plus tôt dans le chapitre 1er de cette vidéo. La seule chose en plus à ajouter, c'est que Simon, alors qu'il commence son histoire avec Chantel, a 2 autres relations en parallèle, une avec Deborah Fletcher et une avec une de ses adeptes, Miss Smith. Les 2 relations ne sont que de courte durée, mais démontrent que Simon a un petit côté polygame. Il se peut que la relation froide qu'a décrit la maman de Chantel entre sa fille et le gourou soit justement due aux autres relations qu'a entretenues durant un court temps Simon avec d'autres femmes. Maintenant que nous en connaissons plus sur tous les personnages, maintenant que nous avons une mise en bouche de la raison pour laquelle Simon a souhaité partir, voyons un peu le déroulement de l'enquête.
C'est en 2007 que le petit groupe disparaît, ne laissant derrière eux que ce petit mot, parti pour le Brésil. Sauf que, selon les enquêteurs, le groupe n'est présent sur aucun vol en direction du Brésil. Tous les vols sont vérifiés, épluchés, inspectés, mais il n'y a rien, nulle part ne sont présents 3 adultes et une enfant dans les registres de vol. Alors que s'est-il donc passé? Quelques semaines avant leur départ, Chantal et Simon vendent leur voiture, leurs 2 chiens ainsi que plusieurs objets leur appartenant, tandis que de son côté, Tony obtient de son père un prêt de 25 000 dollars australiens. Et ce n'est pas tout. Chantal retire de son côté 3 940 dollars. Et Tony ajoute au prêt obtenu via son père un 420 dollars de la banque, respectivement le 4 et le 5 juillet 2007. Le 10 juillet, Tony rend visite à ses parents, pour leur dire qu'il part en voyage avec ses amis au Brésil, avant de se rendre chez un acheteur pour vendre sa propre caravane pour 1500 dollars, soit largement en dessous de sa valeur. Entre-temps, la maman de Chantal rend une visite à sa fille. Voici ce qu'elle dit à ce sujet. Eh bien, je suis arrivée, j'étais heureuse à l'idée de les voir. Hein. On avait pour plan d'aller se balader, mais durant tout mon temps là-bas, après quelques jours en fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Vous savez, c'est juste un instinct, mais ça m'a poussée à lui poser des questions, sans être bien entendu trop insistante. Hein. Mais moi, j'ai compris qu'il y avait un passeport pour Lila, un passeport qui arrivait par la poste pendant que j'étais là. Mais ils n'en ont pas parlé. Simon l'a pris et l'a rangé. Puis un soir, ils ont eu de la visite. Elle m'a alors demandé de surveiller Lila. Elle a juste prétexté en fait qu'elle était fatiguée, qu'elle voulait se coucher tôt. J'ai donc gardé Lila. Et quand je l'ai vue le lendemain, elle m'a dit ne pas s'être couchée si tôt que cela, parce qu'ils ont eu justement de la visite. Ce qui est inhabituel car ils n'ont jamais de visiteurs. Suite à cette visite, les choses se précipitent et le 12 juillet, plusieurs choses arrivent en même temps. Là, accrochez-vous. Une personne inconnue passe un appel à la compagnie TransWA pour obtenir des infos sur les horaires de départ des bus et des trains. Il a été montré que le numéro est celui rattaché à la maison du groupe. Une autre personne inconnue se présente le même jour au centre de visite de Manjimup, situé non loin de Nanup, pour acheter un ticket allant de Bridgetown à Northcliffe pour le 15 juillet 2007, sous le nom de G. Roberts. Encore une fois, le numéro de téléphone utilisé est celui de la maison. Tony se rend le même jour dans un bureau de recouvrement judiciaire pour payer une amende qu'il devait de 300 dollars. Chantal contacte la compagnie d'électricité Synergie pour qu'ils passent prendre le dernier relevé de leur maison le 20 juillet 2007. Enfin, Chantal appelle Telstra, leur compagnie de téléphone, pour arranger une déconnexion rapide et payer les derniers frais. Le lendemain, soit le 13 juillet 2007, un ticket est acheté via la compagnie TransWA pour aller de Perth à Kalgoorlie, encore une fois sous le nom d'un certain G. Roberts, mais usant du numéro de téléphone de la maison. Remarquons ici que c'est le second billet acheté sous le nom d'emprunt G. Roberts, mais que d'aucun des deux n'a la même destination. Les tickets sont datés pour être utilisés le 15 juillet 2007. Le 13 juillet disparaissent de la surface de la Terre Simon et ses adeptes, Chantal, Lila, Tony. À la date du 15 juillet, le ticket allant de Bridgetown à Northcliffe par un dénommé G. Roberts n'est pas utilisé. Toutefois, en cette même date, un autre ticket a été acheté à 14h20 à la gare de Bunbury pour un départ à 14h25 direction Perth. Le bus arrive à 17h30 à Northbridge, un quartier de Perth, et à 17h45, le téléphone de Tony est utilisé pour commander une pizza, donnant sur une adresse gay-friendly. Je rappelle ici que Tony est homosexuel. Le livreur de pizza interrogé par la police quelques années plus tard reconnaîtra Tony lors d'une identification. Sauf que de leur côté, les enquêteurs ne sont pas d'accord. Pour eux, il est peu probable que la personne ayant commandé une pizza soit Tony, car ce dernier n'en mangeait pas. Mais quelqu'un utilise les effets de Tony, car plus tard, le même jour, une chambre va être louée à son nom, toujours dans le même quartier. Le lendemain, le 16 juillet à 6h30 du matin, le téléphone de Tony est une dernière fois mis à contribution pour contacter un site de trading nommé NAB. Durant la même journée, à 7h02,
Un autre ticket est acheté et utilisé sous le nom de G. Roberts, en partance de Perth pour aller vers Northcliffe. Départ 9h30 du matin. Le voyage se fait en partie en train, en partie par bus. Presque au même instant, à 7h15, un adulte utilise le ticket acheté quelques jours auparavant, le 13 juillet 2007, celui allant de Perth à Kalgoorlie, sous le nom de G. Roberts. Mais aucun registre des passagers n'a été gardé. Impossible alors de savoir qui a réellement utilisé le ticket. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce trafic? C'est justement ce qu'essaient de comprendre les enquêteurs. Mais tous ces allers et retours ne trouveront aucune réponse définitive. Au final, l'investigation conclut que G. Roberts est sans doute la représentation de deux personnes, Tony, d'une manière quasi certaine, est l'un d'entre eux, mais l'autre, on ne sait pas. Pourquoi ça, 2 personnes? Alors là, je vais te le faire court, mais en gros, la personne ayant quitté l'hôtel de Perth a pris un taxi. L'horaire enregistré à bord du taxi indique que l'individu a débuté sa course à 6h54 pour la terminer à 7h09. Sauf que, à 7h02, a été acheté le ticket allant de Perth à Northcliffe. Pour les enquêteurs, l'homme qui était à l'hôtel est Tony, malgré l'achat de la pizza. Alors, qui est l'autre ayant acheté le ticket? Chantelle? Simon? Une tierce personne? On ne sait pas. Ne sachant pas ce qu'il est advenu du groupe, les parents de Chantelle placent des affiches un peu partout dans l'espoir que quelqu'un parle, se manifeste, reconnaisse l'un d'entre eux. En parallèle, un avis de recherche est lancé, sur tous les réseaux, pour partir à la pêche à l'information. Il est à noter que Lila, Chantelle et Tony sont recherchés en tant que portés disparus, tandis que Simon l'est en tant que suspect. Entre le 13 et le 26 février 2008, une femme dira avoir aperçu Chantelle et Lila dans une boutique de Busselton, mais rien ne pourra être confirmé. Le 1er avril 2008, le groupe a été vu par une personne anonyme, à Bessendine, dans une boutique ayant des enregistrements vidéo. La police qui a demandé les enregistrements 6 jours plus tard n'a pas donné suite. Le 2 avril 2008, une femme dira avoir croisé une femme, un homme et une petite fille sur le bord de la route à Busselton, mais une fois la police sur place, plus personne. Le 16 juin 2008, une femme, dans un drugstore, sert un homme accompagné d'une petite fille. Au moment de payer, l'homme dira « Allez, viens Lila !» avant de s'en aller. La femme a alors vu le lendemain dans les journaux que le client accompagné de la petite fille qu'elle avait servi la veille était Simon et Lila. Aucune trace d'eux n'a été retrouvée. Le 26 mai 2011, un homme du nom de Glenn Bevan dit au policier avoir vu et parlé avec Tony, alors que ce dernier lui expliqua qu'il était en partance pour une longue marche dans le sud de l'Australie. Les enquêteurs confirment avec Glenn 3 des personnages, Simon, Tony et Lila. Il ne reconnaît pas Chantelle, mais explique au policier qu'elle était discrète, qu'elle avait la tête baissée tout le temps. En mars 2014, ils auraient été vus dans un parc d'attractions à Dunsborough. Mais encore une fois, rien n'a pu le confirmer. Ce passage que vous regardez actuellement a été enregistré plusieurs jours après que j'ai écrit cette enquête, car j'ai oublié un point. Lila a également été entre guillemets aperçue dans les rues de Rome. C'est là-bas qu'une jeune demoiselle non italienne, qui ne parlait que anglais, a été trouvée. Voici la photo de la jeune demoiselle, et voici la photo de Lila. Certaines personnes ont cru voir en cette jeune femme la petite Lila McDougall, disparue plusieurs années auparavant. Ce qui, au bout du compte, n'a pas été le cas. Voilà à peu près toutes les fois où ils ont été aperçus, mais en bout de course, rien, il n'y a toujours rien. On ne sait pas où ils sont, ce qu'ils ont fait, pourquoi, comment, on ne sait rien, ils ont tout bonnement disparu. 4 jours après leur disparition, un avion prenait son envol de Porto Alegre pour se rendre à Sao Paulo. Plusieurs personnes, comme ici sur ce forum, sont persuadées que le groupe disparu se trouvait à bord de ce vol. Pourquoi? Eh bien, comme il est indiqué ici, le vol se composait de 181 passagers, sauf que sur les 181, 70 n'ont pas pu être identifiés, mais 4 étaient à coup sûr d'origine européenne. Il n'en faut pas plus pour faire intervenir la police australienne en collaboration avec les autorités du Brésil pour déterminer si les 4 personnes, 3 adultes et une petite fille, ne sont pas nos portés disparus. Mais encore une fois, ils font chou blanc et rien ne pourra être déterminé avec certitude. Avant de conclure cette vidéo, je vais rapidement aborder quelques autres détails.
Lorsque la famille et Tony ont quitté la maison, Ils se sont donc débarrassés des voitures et des animaux de compagnie. Mais lorsque la police est rentrée chez eux, ils ont découvert que tout était absolument propre. Sauf une chose, il y avait encore des assiettes et des couverts sur la table, comme s'ils étaient partis après avoir terminé leur repas, mais sans faire la vaisselle. Autre point, au cours de l'année 2003-2004, 2 backpackers canadiens ont rendu visite à Simon pour parfaire leur parcours au sein de l'apprentissage proféré par notre gourou. Le 24 juillet 2007, Alexander Forminov, l'un des 2 backpackers, se donne la mort, sans aucune raison apparente. Est-ce là un hasard ? Sans doute pas, quand on sait que le 26 août 2008, l'ami avec lequel il était allé rendre visite à Simon, nommé Kirk Helgason, lui aussi met fin à ses jours. Mais il n'est pas seul. Sa petite amie, Christina Parrott, l'accompagne dans son geste. En 2006, cette jeune demoiselle avait par ailleurs fait don de 6 000 $ à Chantel via un virement bancaire. Selon le rapport de police, aucun des 3 personnages n'était dépressif ou malheureux. Rien ne pouvait prédire ce geste. Pour terminer, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si Chantel, Lila, Simon et Tony sont encore en vie ou pas. Ils n'ont jamais recontacté leur famille, n'ont jamais touché à l'argent qu'ils ont récolté avant de partir, n'ont laissé aucune trace nulle part. La police conclut qu'avec les données actuelles, Chantel, Lila et Tony sont probablement décédés. Mais il reste un doute en ce qui concerne Simon, car dans les croyances de cette secte apocalyptique, seuls les dévots s'envolent. Le maître reste sur Terre pour accompagner d'autres brebis. Est-ce qu'alors Simon aurait encore réussi à usurper une nouvelle identité ? C'est possible, mais actuellement, l'enquête est encore en cours. C'est ainsi que je vais conclure cette histoire. Merci de m'avoir accompagné dans ce nouvel étrange voyage, on se retrouve dans pas long. N'oubliez pas, c'est très important, mais prenez soin de vous. Bis, bye et à la prochaine. Et merci de votre soutien, la chaîne grandit et ça fait du bien. Bise.